Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, vous nous parlez de Pif Gadget. Qu'est-ce que Pif Gadget pour nos auditeurs? Moi, je ne savais pas ce que c'était Pif Gadget. Alors, on le rappelle, je suis né au début des années 90, donc je n'ai pas toutes les références. Alors, les communistes, en fait, sont très énervés dans les années 30 car la presse enfantine est entièrement dirigée par les enfants, par les catholiques. Et donc, ils disent, c'est pas bien, il faut qu'on imagine une presse communiste. Et donc, ils vont imaginer une presse communiste. Les essais des années 30 sont absolument pitoyables. Vous pouvez en trouver quelques exemplaires sur la BNF. Et le Pif Gadget, donc, après la Seconde Guerre mondiale, prend la succession de Vaillant. Et on voit apparaître Pif, le chien, qui bientôt aura un enfant qui s'appellera Pifou, né de mère inconnue, qu'on ne verra jamais. Et Pifou parle en disant glop, glop, glop ou pas glop. Voilà. D'accord. Donc, dans les cours de récréation, dire glop glop et pas glop était évidemment devenu un passage obligé. Là, on est dans quelles années? Là, on est dans les années 70. Années 70. C'était bien avant que vous ne soyez nés. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que Pif, à côté de bandes dessinées prétendument drôles, comme les Rigolus et les Tristus de César, a publié des bandes dessinées tout à fait intéressantes, comme Le Concombre masqué de Mandrika, qui était un peu foufou, M le magicien de Mattioli, dans la même veine, plus subtile, qui a d'ailleurs été réédité à l'association. Mais le succès de Pif Gadget, c'est bien sûr des bandes dessinées comme Corto Maltese, qui a commencé à apparaître dans Pif Gadget, Docteur Justice, Léonard de Turc et de Groot, voilà, donc vraiment des grandes bandes dessinées. Guéluron de Gottlieb, on en parlait, donc cette espèce de chien dépressif et sentencieux. Et enfin, Raon de Chéret et l'écureux. Donc Raon, vous voyez, c'est un type blond avec un visage triangulaire. Ça ressemble, c'est un peu comme Brigitte Macron, mais en un peu plus néolithique. Et donc c'est un journal qui a compté dans le paysage de la bande dessinée française, qui a été un fer de lance de la résistance communiste et qui maintenant, évidemment, est repris par un macroniste, puisque donc, pourquoi Macron est-il allé s'égarer chez Pif Gadget? Alors d'une part, David Dégouille le dit très bien dans le Figaro, le président de la République s'adresse à tout le monde sauf aux actifs. C'est-à-dire, quand il parle à la télé, il en parle, c'est les journaux de 13 heures, donc qui ne sont regardés que par les retraités. Ensuite, il va s'adresser à Pif Gadget, c'est-à-dire c'est les enfants ou prétendument tels. Et donc, il y a l'idée qu'en fait, il choisit des personnes qui ne lui porteront jamais la contradiction, tout en prétendant évidemment être ouvert au débat, pourvu que ce soit lui qui le mène et pourvu que ce soit lui qui parle. C'est un peu comme une chronique de Richard de Sèze. Normalement, Corentin Périgny est censé m'interroger. En fait, je ne vous laisse pas en caser une. Mais non, mais je sais pas, vous êtes dans une chronique bande dessinée, donc c'est pour ça. Mais oui, tout à fait. Donc c'est pas un entretien, c'est un entretien où en fait C'est un entretien où il dévide ses éléments de langage avec évidemment personne en face de lui pour lui poser la moindre question qui puisse le gêner. Et surtout, c'est un truc qui a été acheté par Frédéric Lefebvre, donc qui est le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme, des services des professions libérales et de la consommation de Nicolas Sarkozy et qui était devenu député de La République En Marche. Voilà. Et ça, c'était 2-3 semaines avant justement la réforme des retraites. C'est en 2020 qu'il a relancé Pif le Mag. Mais je veux dire cette l'interview donc d'Emmanuel Macron, oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc il l'a fait. C'est paru il y a 2 semaines. Il y a 1 ou 2 semaines. Enfin, donc je n'ai évidemment pas acheté Pif le Mag, puisque voilà, la grande époque de Pif Gadget, c'était il y a longtemps, et c'était communiste, et si maintenant c'est macroniste, il n'y a vraiment aucune raison que quiconque, pour en plus lire du Macron, je veux dire, voilà. Donc, et on apprend que Macron avait un doudou, que tout ça, enfin il explique des choses plutôt enfantines. Il explique des choses très intelligentes sur son enfance, et alors, il ne parle pas, il réussit à quasiment pas parler de bande dessinée, ce qui est absolument fascinant dans un journal voilà. Donc là aussi, on voit bien que Macron en fait a tendance à investir un espace pour s'y installer lui et absolument pas respecter ce que l'espace est censé proposer au lecteur. C'est vraiment remarquable ce côté coucou qu'il a. Voilà, il n'est obsédé que par lui-même et il n'est capable de ne parler que de lui-même et jamais de ce qui est supposé intéresser les gens qui sont les lecteurs normaux de Pif Gadget, enfin qui ne s'appellent plus Pif Gadget mais qui s'appellent Pif
Pif le mag. Parce qu'il y a plus de gadgets. Il y a plus de gadgets, et oui, parce que normalement, à chaque numéro de Pif Gadget, ça a tiré jusqu'à 1 million d'exemplaires hebdomadaires quand même. Hein. Donc ça a été un succès incroyable, un succès marketing incroyable. D'ailleurs, les communistes ont été saisis par l'argent, comme d'habitude, parce qu'ils commencent par expliquer qu'il faut collectiviser. Et puis après, une fois qu'ils tiennent une poule aux œufs d'or, ils la gardent, mais farouchement. Évidemment, il n'y avait pas de coopérative. Évidemment, tout l'argent rentrait dans les caisses du parti. Ils ont laissé les hommes de l'argent diriger le magazine. Et donc, chacun se ruait pour acheter Pif Gadget, notamment quand il y avait un pistolet lance-patate, qui était un petit objet en plastique et avec un élastique et une patate. On réussissait effectivement à envoyer des projectiles qui étaient des morceaux de patates crues à la tête de ses copains. C'était un grand moment. Ah, c'était mieux avant, Richard. C'était mieux avant. C'est pas pour ça aussi. Merci beaucoup pour Pif Gadget. Et écoutez, merci pour ces éclaircissements. Mais vous nous parlez d'une autre BD, aussi des années 60-70, mais qu'on aime beaucoup. C'est Bug Danny, le fils du Viking noir. Oui, un Viking noir. Et c'est en fait la reprise, le deuxième album de ce qu'on a appelé Bug Danny Origins, avec Yann et Giuseppe De Luca, et donc qui est un album qui scénarisé par Yann, immense scénariste dont on a parlé à plusieurs reprises, nous parle de les toutes premières aventures de Bug Danny avant même que Hubinon et Charlier n'inventent le personnage. Donc il y a ce côté rétroactif qui est tout à fait amusant. Mais ce qu'il y a de remarquable dans cet album, c'est le dessin de Giuseppe De Luca. Yann nous sert un exercice dont on avait déjà parlé il y a 1 an ou 2, où il entremêle une action immédiate pendant la guerre du Pacifique contre les avions japonais et contre l'armée de l'air japonaise, et le souvenir de Bug Danny adolescent, grand adolescent, jeune adulte, qui rentre en fait dans un cirque itinérant avec un spectacle comme il y en avait dans les années 30 aux États-Unis, d'aviateurs amateurs qui font des cascades avec de vrais avions. Et donc, évidemment, il tombe amoureuse de l'une des cascadeuses, qui est une rousse avec une chevelure magnifique. Et je parle de la chevelure magnifique parce qu'il y a un moment donné où elle enlève son casque de pilote en cuir, et donc ses cheveux tombent sur ses épaules. Ça fait penser à Uma Thurman dans Gattaca. Et de toute façon, comme vous le savez, Corentin, la métonymie des cheveux qui tombent, c'est celle de l'abandon sexuel dans la peinture classique. Et donc, là, je savais ça, moi, oui. J'en sais des choses, oui. Et à côté de cet entrelacement de deux histoires, donc où on comprend en partie la mélancolie de Bug Danny, on comprend en partie le fait qu'il est resté fidèle à un amour de jeunesse, et donc ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de femmes dans les aventures de Bug Danny. Donc il y a toujours ce côté un peu archéologique qui est amusant chez Yann, qui avait fait l'un des très bons albums aussi de la série dérivée de 13, où il raconte ce qui se passe pour les petits personnages de 13. Et là, notamment, il racontait la jeunesse du lieutenant Jones en la plaçant au moment de l'affaire Roman Polanski et Sharon Tate. Là, on a des planches absolument magnifiques, et vous le voyez, Corentin, avec une mise en couleur qui est très dense, très saturée. Et vraiment, c'est un choix artistique vraiment intéressant. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous parlions de la bande dessinée du même genre, de Tanguy la Verdure classique. Et là, les couleurs étaient beaucoup plus douces. Ici, il y a une volonté d'un ancrage avec des bleus extrêmement profonds, des noirs aussi extrêmement profonds, avec un papier couché mat qui renvoie à ce que pouvait être la bande dessinée à l'époque, c'est-à-dire avec des couleurs beaucoup plus denses. Et il y a un effet de direction artistique qu'il faut vraiment souligner, et qui donne vraiment des pages superbes, avec aussi, ce qui est toujours agréable aujourd'hui, la capacité à faire notamment page 26, une page quasiment muette. Il y a juste 2 lignes d'un petit hors-texte qui nous explique que nous sommes sur la base de Lacunaï, Rabaul, et là, on a vraiment une clarté, une pureté du dessin. Avec des dessins à l'ancienne. Des dessins comme avant. Ça reprend le trait de Hubinon, heureusement en dessinant mieux qu'Hubinon, qu'il me pardonne, en tout cas mieux que le Hubinon des tout premiers Bug Danny. Vraiment, cet album, voilà, Bug Danny, le fils du Viking noir, qui vient clore le pilote à l'aile brisée, est une très bonne surprise, et on espère que Yann et De Luca vont continuer. Bug Danny, donc le fils du Viking noir, et on rappelle quand même l'expérience de mort imminente de Marceau, écrite par Pacito aux éditions Manus. Merci Richard de Sèze pour toutes ces bandes dessinées, et à la semaine prochaine.